Bienvenue sur Parlons Jeunesse Magazine, votre émission qui est là pour promouvoir la jeunesse. Et c'est l'émission aussi qui fait parler tout le monde qui veut apporter un changement à l'égard de la jeunesse et à l'égard de notre pays, la RDC. Alors aujourd'hui, Parlons Jeunesse Magazine reçoit pour vous Monsieur l'honorable Ados Ndombassi, qui est de la Mouka, et c'est un député national qui est en train d'œuvrer dans le milieu surtout qui concerne le changement, qui concerne le développement de notre pays. Vous allez le découvrir tout à l'heure. Bienvenue, Monsieur Ados. Merci beaucoup, Madame Marie. Bienvenue encore une fois de plus sur Parlons Jeunesse Magazine. C'est un grand plaisir. Oui. Mais je profite aussi de saluer tous les téléspectateurs et saluer aussi toute la grande équipe de votre chaîne. Nous allons d'abord commencer par une chose que nous avons remarqué. Nous vous voyons toujours sur scène avec cette tenue de combinaison orange à l'image d'un ingénieur. Merci, c'est une belle question. Mais en fait, c'est un acte révolutionnaire. Ados, je suis un révolutionnaire. Je proviens du monde culturel. Et en intégrant le monde politique, je me suis dit qu'il fallait faire les choses de manière différente, très différente. Oui. Et j'ai fait un constat que le costume ou la veste n'est que la symbolique de notre égoïsme. J'ai l'impression aujourd'hui que les politiques congolais ont pour atout de bien porter leur veste. Mais malheureusement, quand ils portent leur veste, leur costume, leur attention n'est que sur eux. Et ils oublient qu'à côté, il y a un voisin qui a faim. Oui. J'ai honte de porter une veste en République démocratique du Congo parce qu'au dehors de chez moi, les caniveaux sont sales. Tu vas à Victoire, c'est une ville sale. Tu vas à Lemba, pareil, Matete, pareil. Comment est-ce qu'on peut si bien s'habiller et vivre dans un environnement malsain, un environnement malpropre? Cette tenue a une signification, l'humilité, mais aussi le travail. Si nous voulons aujourd'hui avoir une grande nation, une grande république, nous devons nous mettre au travail. Si les États-Unis sont devenus une grande nation, la plus grande puissance au monde, c'est parce qu'ils ont travaillé. Durement alors. Mais Dieu nous a donné un même cerveau. Il nous a donné les mêmes muscles. Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui? De travailler pour élever la République démocratique du Congo au rang de grande nation. Si la France est devenue un Eldorado pour les Africains, c'est parce que les Français ont travaillé. Si l'Allemagne est la plus grande économie européenne, c'est parce qu'ils ont travaillé pour faire de l'Allemagne la plus grande économie européenne. Mais aujourd'hui, le retard qu'affiche la RDC, c'est parce que nous ne travaillons pas. Nous sommes égoïstes. Nous sommes gérés malheureusement par des paresseux, par des fainéants. Il nous faut aujourd'hui de l'humilité. Parce que je pense que l'humilité, non, la grandeur est un concept qui tire sa force de l'humilité. Ok, qu'est-ce qui explique ce que vous venez de dire, que presque tous les députés, les hommes politiques sont toujours accrochés dans des vestes, tout et tout, mais ils ne visent pas que peut-être il y a quelque part des gens qui souffrent et il y a des jeunes qui ont besoin peut-être de travail, de développement, et ils sont là toujours à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous n'évoquez pas ce sujet-là quand vous avez vos sessions à l'Assemblée nationale? Madame, vous voyez, c'est un message qui doit passer. Mais ça prendra du temps pour que les gens comprennent. Quand je suis arrivé à l'Assemblée nationale avec cette tenue, certains me prenaient d'aventurier. Ou c'est un fou, quoi. Mais c'est aujourd'hui que certains députés comprennent. Et vous vous êtes imposé. Et tout à fait, madame. Parce que je sais pourquoi je m'habille de la sorte. Le modèle politique congolais est obsolète. Il est périmé, madame. Aujourd'hui, nous assistons à la wengetisation de la politique congolaise. Regardez sur les plateaux télé aujourd'hui, madame. Allumez votre chaîne. Sur les plateaux politiques, ce n'est que de la polémique. Mais la polémique n'avancera pas. Qui nous apporte à rien. La polémique n'avance pas un pays. C'est le développement. En parlant de développement, on peut imaginer avancer un pays. Et non dans la polémique. Je suis aujourd'hui très contre. Regardez ce qui se passe. Vous allez voir, nous sommes devenus le pays Fachi Béton, Mafa Aigle, Chinarambo, Igwe, Chinarambo. Nous sommes Sama. Non, et ça n'a pas de sens. Laissons cela à Werason, qui s'appelle le roi de la forêt. Laissons cela à, je ne sais pas, Jibem Piana, qui s'appelle souverain premier.
à Kofi Olomide. Laissons cela. Ici, nous sommes en train de gérer la vie des gens. Vous savez, madame, moi, je viens du secteur culturel. Oui. Au théâtre, quand quelqu'un décède, il ne meurt pas. C'est du théâtre, c'est de la mise en scène. Vous comprenez? Oui. Au cinéma, quand une personne décède, elle ne décède pas. C'est de la réalisation, c'est des effets spéciaux. Vous comprenez? Oui. Mais dans ce monde ici, quand on décède, on va pour de bon. Vous comprenez? Donc, je pense qu'aujourd'hui, le peuple doit être rigoureux et d'arrêter de nous jeter des slogans. Avez-vous déjà entendu Barack Obama être surnommé, je ne sais pas, par... Et c'est ce genre de flatterie qui pousse aux autorités de ne rien faire. Mais voilà, madame, voilà. Vous avez tout compris. Et malheureusement, madame, la personne qui crie à 9h, Fachi Béton, à 22h, elle entre en morgue. Elle est décédée parce qu'elle a manqué 3000 francs pour une piqûre, pour guérir de la malaria. La personne qui crie « Raïs, Raïs !» à 16h, son enfant entre à la morgue parce qu'il n'avait pas de produits pharmaceutiques à acheter. Donc, madame, mon message à moi, c'est que le politique doit être humble, mais je demande aussi à la population congolaise d'être exigeante envers les politiciens. Parce que c'est notre rôle. Les avantages que nous avons en politique, c'est pour réellement travailler pour le peuple. Et non que le peuple soit derrière nous comme des supporters dans un match de football. Mais par là, c'est vous-même, les hommes politiques, vous donnez à la population cet accès. Parce que lors de vos campagnes, vous réunissez la population, madame, et vous leur donnez de l'argent pour vous louer. Madame Marie, vous savez, j'ai mal au cœur. Je n'aime pas quand on m'appelle politicien. Je ne me considère pas comme un politicien. Je me considère comme un amoureux du Congo. Vous savez, le Congo est en feu. Je me considère comme un sapeur-pompier qui invite d'autres sapeurs-pompiers à nous aider à éteindre le feu. Je me considère comme un agriculteur. Je me considère comme cet ingénieur qui doit construire les routes pour relier les provinces. Je me considère comme ce général qui a l'obligation de sécuriser le pays. Je me considère comme cet avocat, ce magistrat qui doit installer la justice en République démocratique du Congo. Je n'aime pas quand on m'appelle politicien. C'est une honte de s'appeler politicien en République démocratique du Congo. Vous avez vu dans quel état ce pays se trouve, cher ami? Vous avez vu dans quel état se trouve ce pays? La RDC? C'est une honte. Je vous prendrai un petit exemple. En 1945, les Belges nous accordent l'indépendance. Non, en 1960, les Belges nous accordent l'indépendance. Mais vous savez, nous avons construit combien de routes après l'indépendance? Les Belges nous laissent 145 000 km de routes. Oui. Nous, 61 ans après, nous n'avons construit que 8 000 km de routes. Donc, 153 000 km de routes. Et toutes ces anciennes routes sont en délabrement total. Vous avez tout compris, madame. Quand est-ce que nous allons relier le pays? Quand est-ce que nous allons quitter Kinshasa via Lubumbashi, Kinshasa pour Lubumbashi, via Mbujimaï, 2300 km? Quand est-ce que nous allons quitter, en route bien sûr, Lubumbashi jusqu'à Goma, 1500 km. Quand est-ce que nous allons quitter Goma jusqu'à Kisangani, 678 km? De Kisangani à Mbandaka, 1300 km. De Mbandaka à Kananga, 1700 km. De Kananga à Matadi, 1400 km. Quand est-ce que, madame, nous allons circuler dans ce pays dans des routes appropriées? Voilà. Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. C'est un strophe qui se trouve dans notre hymne national. Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Nous avons peuplé le Congo. 95 millions d'habitants. Mais est-ce que nous assurons la grandeur de la République démocratique du Congo? Non, madame. Non. Aujourd'hui, vous avez plus de 6 millions de Congolais qui sont des déplacés dans leur propre pays parce que l'armée est incapable de sécuriser nos frontières. Oui. Nous n'avons pas d'armée dans ce pays, madame. Voilà pourquoi je dis que j'ai honte de m'appeler aujourd'hui politicien. Je suis un amoureux du Congo qui vient en politique pour réellement changer les choses. Monsieur Ados, nous voulons savoir par rapport à l'intitulé de l'émission Parlons Jeunesse, qu'est-ce que vous mettez à la disposition de la jeunesse vu le combat que vous luttez par rapport au changement? Qu'est-ce que vous prévoyez face à la jeunesse? Madame, merci pour cette question. Vous savez,
Ma dernière intervention au niveau du Parlement, je pourrais peut-être vous la donner, que vous puissiez aussi faire passer cette image. J'ai dit au Premier ministre ceci, qu'il était important d'investir dans le secteur culturel. Oui. Parce que quand on investit dans le secteur culturel, on investit dans l'humain. Pas seulement que dans le divertissement, mais dans l'humain. Aujourd'hui, il faut construire la jeunesse congolaise. La jeunesse congolaise aujourd'hui est totalement détruite. Elle manque de repères, elle manque d'identité. Madame, regardez aujourd'hui. Quelle est la distraction de la jeunesse congolaise? C'est les bars, les boîtes de nuit, Aguené, l'Otoko, l'impudicité. Oui. Tout ce qui est négatif est à la portée de la jeunesse congolaise. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est des salles de spectacle, des cinémas, des bibliothèques. En France, un enfant, quand il veut se divertir, va au cinéma. Il va dans une bibliothèque. Il lit un livre. Il lit un livre. Mais ici, il va voir une salle de RDC, la lecture n'est pas un phénomène fréquent chez tout le monde. Tout à fait, madame. Mais ça, c'est le rôle de l'État, de protéger la jeunesse, de lui accorder un divertissement sain. Mais pour cela, il nous faut investir dans le secteur culturel, madame. Oui. Autre chose, quand est-ce que la jeunesse va découvrir son pays? Investir dans le tourisme, madame. Surtout ça. Un enfant qui naît à Bandal n'a jamais vu le Kwilu, Oui. n'a jamais vu Mais il se Lubumbashi, contente d'aller à Paris, à n'a Dubaï. jamais vu Nusankuru. Pourtant, il n'a pas encore exploré son pays. Voilà, madame, vous avez tout compris. Mais même pas Paris. Il y a certains, madame, qui sont nés à Bandal, ils sont nés à Kasavubu, à Maluku, mais qui n'ont jamais vu même le Lubumbashi. Ils ne sont jamais allés au Congo central, il y en a plein. Il faut aujourd'hui que nous devenions les premiers touristes de notre propre pays. Vous savez, madame, investir dans le tourisme, c'est investir dans les infrastructures routières, comme je venais de vous le dire. Dans des pays sérieux, aux États-Unis par exemple, les Américains, ce sont les premiers touristes, ils sont les premiers touristes de leur propre pays. Oui. En Chine, les premiers touristes, c'est les Chinois. En Belgique, les premiers touristes, ce sont les Belges. Mais ici au Congo, les premiers touristes, ce sont les étrangers. Ce sont les étrangers, malheureusement. Les Belges, les Français, les Indiens, les Turcs maîtrisent mieux le Congo que nous. Ce n'est pas normal, madame. Moi, ça m'arrive à un moment, j'organise des visites dirigées au niveau de l'Ancélé là-bas, voir des parcs tout et tout dans le cadre du tourisme. Mais il y a peu de jeunes qui sont intéressés à ça. Mais parce que, madame, premièrement, ils n'ont peut-être pas les moyens. Ils ne sont peut-être pas informés. Voilà. Ou, comme dans leur culture aujourd'hui, pour eux, le divertissement, c'est le bar. Et ils pensent qu'une visite comme ça, vous comprenez? Donc, il y a toute une politique culturelle qu'il faudrait bien sûr instaurer en République démocratique du Congo pour revaloriser la jeunesse congolaise. Il y a un énorme travail que nous devons faire, madame. Continuons toujours tout autour de la jeunesse. Il y aura la rentrée académique et la rentrée pour tout le monde, les élèves de primaire, secondaire et ceux de l'université. Ce 22 lundi, qu'est-ce que vous pensez par rapport au ministère de l'enseignement? Parce que nous avons un peu de... Tout ce qui ça bascule un peu de partout, là, parfois dans la province. Il y a le ministre qui a exigé à ce que les étudiants, tout comme les élèves, puissent apprendre dans les 4 langues nationales. Et il y a certaines provinces qui sont en train de contester, notamment le Sankourou. Ils disent que... Je trouve que c'est... Moi, sincèrement, je trouve que c'est une formidable décision d'instruire nos enfants dans les 4 langues nationales. Mais ça va renforcer l'unité nationale. C'est très important. C'est de la même manière que je venais de vous dire qu'il est important de quitter Kinshasa par la route et aller vers Lubumbashi. Cela va renforcer bien sûr l'unité nationale, mais va aussi renforcer les liens économiques de la République démocratique du Congo. Je pense que c'est une formidable idée. Et même notre hymne national, je l'ai toujours dit, il faudrait la chanter dans les 4 langues nationales pour, encore une fois de plus, renforcer bien sûr l'unité nationale. Mais pour cela, il faudrait un enseignement de qualité. Parce que malheureusement, madame, nous n'avons pas un enseignement de qualité dans ce pays. Et avec la pandémie du Covid-19, tout a basculé. Je peux vous dire que je me demande quel sera le sort
de ces élèves qui vont reprendre les cours ce lundi 22. Voilà. Je suis quand même triste. Ça, c'est un sujet à suivre. Nous verrons si ça va aller ou ça ne va pas. Parce que ceux de la première promotion devaient commencer depuis il y a longtemps. Et vu qu'ils commencent avec ce retard, nous allons voir ce que ça va donner. Et ça, c'est une requête que nous vous donnons. Ouais. Parce que vous êtes là, vous pouvez quand même faire arriver aux autorités de mettre à la disposition de tous les élèves, de tous les étudiants, en tout cas un programme qui va permettre à ceux qu'ils puissent se rattraper. Parce que nous sommes vraiment en Madame, retard. vous savez que moi, je ne suis pas dans l'exécutif. Oui. C'est le travail du ministère de l'enseignement. Oui. Je ne suis qu'un législateur. Je peux interpeller le ministre. Oui. C'est pour ça que nous demandons aujourd'hui d'avoir des ministres de qualité. Malheureusement, regardez ce gouvernement, Ilunga Ilukamba. On a eu un Premier ministre paresseux, Oui. des ministres paresseux qui ne sont pas créatifs. Madame, vous savez, j'ai lu un livre, La magie de voir grand. On dit l'intelligence est créative, l'intelligence est productive. Mais regardez, tous ces ministres, personne n'a été productif, malheureusement, pour la République démocratique du Congo. Encore une fois, je le dis, il nous faut de la grandeur pour avoir une grande nation. Voilà, bientôt là, ce gouvernement est déjà sortant, c'est déjà sortant. Alors, parlant du gouvernement, le Premier ministre qui a été nommé, M. Sam Aloukonde, c'est un jeune ministre. Non, je ne crois pas. Un jeune Premier ministre Ben non, je ne crois pas, par madame. rapport à son prédécesseur. Non, mais il faut qu'on arrête ça. C'est un homme, quoi. Le jeune, pour moi, c'est de 16 ans à 35 ans, c'est tout. Là, vous avez affaire à un responsable, à un Congolais, voilà, qui a toutes ses capacités. Arrêtons de dire qu'il est jeune. Et quelles sont vos impressions? Mobutu a été jeune, je pense qu'il est devenu président à 35 ans. Lumumba est devenu Premier ministre à quel âge? Vous comprenez? Kassavou a géré ce pays à quel âge? Vous comprenez? Donc, je pense qu'il faut qu'on arrête d'aller dans ce schéma-là. Aujourd'hui, nous avons affaire à un Congolais qui est venu, bien sûr, à la tête de la primature. Voilà. Vous pensez que par rapport à son cursus politique, il a quand même des compétences pour bien exercer Je ne veux pas être méchant. Je ne veux pas être méchant. Ben, je lui souhaite bonne chance, mais en disant sincèrement, en cherchant dans les profondeurs de mon cœur, je pense qu'il ne fera rien. J'ai vu sa première sortie médiatique. Je suis un metteur en scène. J'ai vu son regard. J'ai senti qu'il était plat, qu'il était malheureusement vide. C'est mon premier sentiment. Observons maintenant, regardons. Peut-être que je me suis trompé. Mais je pense qu'il n'apportera rien de spécial à la République démocratique du Congo. Vous savez, quand on devient Premier ministre, quand on devient président de la République... Donc, en quelque sorte, il n'est pas ministrable. Non, c'est pas ça, madame. Le regard, la hargne, l'envie de changer les choses. Ce pays a besoin aujourd'hui de personnes qui ont réellement envie de changer les choses. Bien sûr. Madame, pour construire 10 000 kilomètres de route, il faut qu'on le sente. L'énergie. J'ai senti pour moi qu'il était plat, qu'il était faible. On verra. Peut-être que je me trompe, peut-être. Mais vous aussi, vous serez là près de lui pour l'aider aussi à faire mieux. Mais madame, moi je ne suis qu'un législateur, je ne suis pas dans l'exécutif. Nous, on est là, quand ils feront des gaffes, on va interpeller. Il y aura des questions orales avec débat au niveau de l'Assemblée nationale. Si on nous laisse, bien sûr, la possibilité de faire un réel contrôle parlementaire dans notre Assemblée nationale. Voilà, nous allons continuer avec, toujours dans le cadre du développement, parce que c'est bien votre domaine. Je vais un peu évoquer le sujet du marché central qui va être réhabilité par monsieur le gouverneur Jean-Tini Ngobila. Il y a des gens qui ne sont pas contents, la population n'est pas du tout contente. Vous, par rapport, parce que vous êtes un leader de masse, vous pouvez dire quelque chose par rapport à ça, votre point de vue. Est-ce qu'il était important de fermer tout le marché central pour exercer ce travail, cette réhabilitation, ou il fallait peut-être faire ça étape par étape? Madame Marie, moi je pense que je suis énormément choqué par ce qui vient de se passer au niveau du marché central, Zandu. Je le dis encore une fois de plus, je ne suis pas contre M. Ngobila. Il faut réhabiliter, il faut assainir. Parce qu'il est anormal de vendre sous la crasse.
ce n'est pas intéressant. Mais vous devez savoir ceci. Quand on est responsable, ça nous demande une grande responsabilité. Vous avez plus de 50 000 personnes qui vendent au marché central, communément appelé Zando. Chaque personne peut prendre en charge plus de 10 personnes. Donc, c'est-à-dire, il y a plus de 500 000 personnes qui vivent grâce à ce marché. Ce que nous avons proposé au gouverneur, c'était de fermer pavillon par pavillon et réhabiliter. Premier pavillon, on réhabilite, on installe les marchands, on va vers le deuxième, troisième, ainsi de suite. Mais prendre à l'unanimité la décision de fermer tout le grand marché, mais pour placer où ces marchands? Est-ce que le marché qu'on a créé là, Cabinda, Itaga, ça non, sera mais suffisant? est-ce que vous imaginez, madame, qu'il y a certaines personnes qui sont là, qui ne vendent par exemple que du thé? Oui. Ils sont là survivent avec que du thé, du café. De Ategara café. Ategara poto na Zandu. Donc, il a besoin aussi des marchands et c'est avec ce poto là qu'il nourrit 10 à 15 personnes. Nous savons comment la République démocratique du Congo fonctionne. Et prendre cette décision méchante de bloquer tout un marché central comme cela, je me dis que c'est irresponsable, c'est malsain, c'est malpropre. Est-ce que vous avez eu quand même à rencontrer le gouverneur pour vous? Parce que vous êtes vraiment la bouche de la population. Je l'ai rencontré à l'hôtel du Fleuve. J'étais avec une collègue, je pense, honorable Henriette Ouamou. Il a promis de recevoir les députés de Kinshasa. Jusqu'à ce jour, nous attendons l'invitation, mais quand on l'appelle, il ne répond pas, malheureusement. Voilà. Voilà, nous allons continuer. Nous aurons appris qu'il y aura une marche ce vendredi de la Mouka. Nous voulons savoir, cette marche, c'est quoi le but de la marche et vous protestez contre quoi? Non, mais je pense qu'il y a des jeunes, c'est pas que de la Mouka, il faut aller encore plus loin. C'est des jeunes qui n'ont pas apprécié le comportement de l'ambassadeur rwandais. Monsieur Fayulu a organisé une conférence de presse où il s'est exprimé en tant que politique congolais et nous avons été surpris par l'ambassadeur rwandais qui a utilisé certains propos malveillants. En tant qu'ambassadeur, il a le droit de réserve. Ce n'est pas à lui de riposter à des propos d'un politique congolais. Vous comprenez? Et donc, c'est pour cela, bien sûr, que des jeunes Congolais ont décidé d'aller protester devant, bien sûr, l'ambassade du Rwanda. Et c'est parrainé par la Mouka? Je dis ceci, madame, ce sont des jeunes Congolais. Le plus important, ce sont des jeunes Congolais. La Mouka, c'est limité. Il y a plusieurs Congolais qui sont même dans le cash, qui n'ont pas accepté cela, des journalistes, des politiques aussi, qui sont de l'UDPS, certains du FCC, qui n'ont pas apprécié la sortie de l'ambassadeur rwandais. Je pense qu'ils se croient un peu trop permis. Je pense qu'ils pensent que la RDC est une terre conquise. Vous comprenez? Nous allons, nous aussi, à notre niveau, interpeller le ministre des Affaires étrangères pour remettre à l'ordre cet ambassadeur qui outrepasse ses qualités. Ok, voilà. Nous allons aussi toucher... Bon, ça, c'est une question que je vais poser à vous, parce que vous êtes un jeune leader. Est-ce que, par rapport à votre lutte, à l'égard de la jeunesse aussi, par rapport au développement, ça vous arrive aussi des fois à soutenir de jeunes, peut-être à financer les projets de jeunes? Quand un jeune vous emmène un projet et vous étudiez, ça vous arrive aussi à soutenir le jeune? Madame, je n'ai fait que ça, en fait, presque toute ma vie. Soutenir la jeunesse. Je vous ai dit que je proviens du monde culturel. Je suis un opérateur culturel. J'ai créé le plus grand événement culturel du pays, le festival Toseka, que j'ai commencé à organiser en 2012. Jusqu'en 2017. Mais c'est un événement culturel qui n'a fait qu'accompagner la jeunesse, des humoristes. J'ai initié l'une des plus grandes plateformes culturelles du pays, la plateforme culturelle Watobalabala, qui avait un objectif précis, d'accompagner les artistes et les compagnies, bien sûr, culturelles, à les valoriser sur le plan local, mais aussi sur le plan international. Ce que nous avons fait.
accompagner la jeunesse. Ça n'a été que mon dada favori. Voilà. Voilà, merci, M. Ados. Je veux poser une dernière question, je crois. Peut-être ce sera la dernière. Quelles sont des stratégies pour arriver à de meilleures élections en 2023? Je pense qu'aujourd'hui, notre combat à nous, de la Mouka, nous qui sommes avec le président élu Martin Fayulu, c'est qu'il nous faut des réformes, madame. Oui. Il nous faut des réformes sur la loi électorale, des réformes sur la CENI, des réformes sur la Cour constitutionnelle, des réformes sur l'armée et la police, des réformes pour combattre la corruption, des réformes sur la justice et les droits humains. Cela, bien sûr, si cela est fait, cela nous permettra en 2023 d'avoir de bonnes élections en République démocratique du Congo et non des élections comme cela s'est passé dernièrement en 2018. Vous savez tous la personne qui avait été élue et malheureusement aujourd'hui nous savons qui gère ce pays. Notre objectif, madame, c'est que nous voulons, c'est d'avoir un dialogue inclusif autour de toutes ces réformes. Mais malheureusement, nous constatons aujourd'hui la création d'une union sacrée. Oui. Pour nous aujourd'hui, nous considérons que l'Union sacrée fait partie des fossoyeurs de la République démocratique du Congo. M. Fayulu lui a déclaré que l'Union sacrée était une deuxième grossesse de Joseph Kabila et M. Félix Antoine Tshisekedi. Mais pour enchérir le président élu Martin Fayulu, je dirais ceci, comme l'a dit Martin Luther King, l'obscurité ne chasse pas l'obscurité. Seule la lumière peut le faire, madame. Oui. Vous pensez que vous pouvez chasser la corruption en achetant des députés nationaux, en leur donnant 14 000 $ pour qu'ils intègrent l'Union sacrée? C'est comme ça que vous pensez changer le pays? Non. L'obscurité ne chasse pas l'obscurité. Seule la lumière peut le faire. Mais j'aimerais aussi vous dire, mais c'est aussi, madame, cette locution populaire qui nous dit ceci. Les chiens ne mettent pas au monde des chats. La médiocrité n'engendre pas l'excellence. Oui. Vous pensez, madame, que des personnes qui ont détruit ce pays pendant 18 ans, 20 ans, parce qu'ils sont aujourd'hui dans cette blanchisserie qu'on appelle l'Union sacrée, peuvent, par un coup de baguette magique, changer la République démocratique du Congo? Non et non. Mais y compris aussi vos deux leaders, M. Katumbi et M. Bemba, qui ont intégré l'Union sacrée. Ils ont fait un choix. Oui. Ils ont fait un choix. Dans la Mouka, n'oubliez pas qu'il y avait aussi Tshisekedi Kamere. Ils sont partis, ils ont créé Cash. Freddy Matungu avait décidé de nous quitter. Nyamouissi, pareil. Le professeur Mabaya, pareil. Aujourd'hui, nous avons Bemba et Katumbi qui ont fait un choix d'accompagner M. Félix Tshilombo dans l'Union sacrée. Nous leur souhaitons bonne chance. La Mouka, aujourd'hui, c'est l'état d'esprit du peuple congolais. Donc la Mouka, ne vous inquiétez pas. Demain, Martin Fayulu ne sera pas leader, Mouzito ne sera pas leader, il y aura des jeunes qui viendront. Mais nous avons appris il y aura d'autres leaders qui viendront pour continuer l'esprit de la Mouka. Le 4 avril, c'est M. Katumbi qui va diriger la Mouka et il sera succédé par M. Bemba. Je vous pose la question. Avoir un pied à l'Union sacrée et un autre à la Mouka, comment vous faites? Ça n'a pas de sens. Voilà, nous avons compris. Merci beaucoup. Merci, madame. À vous, à M. Ados d'abord, de nous avoir honorés aujourd'hui. Parlons Jeunesse Magazine. Et merci à vous, très chers téléspectateurs, du temps que vous nous donnez chaque jeudi à 21 h et chaque samedi à 19 h pour nous suivre. Je crois que nous sommes à la fin. Nous allons nous séparer par là et juste après, ici, nous allons balancer la vidéo de M. Ados qui est en train de parler. Vous allez découvrir. Et n'oubliez pas de nous suivre aussi en intégralité sur notre chaîne YouTube, Koyal TV 1. Et abonnez-vous aussi à la chaîne. Notre rendez-vous toujours chaque jeudi. Mais je vais vous donner quand même mon numéro de téléphone. Parce oui, qu'on me... c'est pas un problème. 099 99 11 972. C'est le numéro de téléphone de votre député national. Si vous avez des idées, vous jeunes qui me suivez, écrivez-moi sur WhatsApp. 099 99 11 972, c'est le numéro de votre député Ados Nombassi. Voilà. Nous avons besoin des idées. Il est ouvrable, hein, il est en tout cas... Voilà, donc venez, invitez-moi pour des séminaires. Je viendrai volontiers partager avec vous ma petite expérience politique, mais aussi, pourquoi pas, mes autres activités. En tout cas, c'est le premier Congo. Député d'avoir donné son numéro ici au plateau. Hein. Voilà. Et puis... Je sens vraiment que vous parlez avec tout votre cœur. Merci beaucoup à vous. Retrouvons-nous à la prochaine.
Honorable présidente, honorable membre du bureau, chers collègues, monsieur le ministre, le Premier ministre, alors que nous discutons du budget national pour l'exercice 2021, qu'il me soit permis de vous présenter deux secteurs qui sont totalement négligés dans notre pays. En l'occurrence, le secteur de la culture et le secteur du tourisme. Ces deux secteurs intimement liés, car investir dans la culture, c'est investir dans le tourisme qui assure la visibilité du pays. Et investir dans le tourisme, c'est investir dans la culture qui fait partie des attractions d'un pays. Et pourtant, ces deux secteurs pourraient énormément contribuer au renforcement de notre budget national. Pour vous en convaincre, laissez-moi vous brosser quelques chiffres liés à ces deux secteurs, cas de la France. Le tourisme seul rapporte plus de 67 milliards de dollars à l'Hexagone et y offre 2 millions d'emplois, directs et indirects. Le secteur culturel, quant à lui, rapporte plus de 40 milliards d'euros à cette même France et lui offre plus d'1 million d'emplois. Mais pour atteindre ses performances économiques, la France investit chaque année plus de 10 milliards d'euros dans ces deux secteurs. Le Congo n'est pas la France, me dira-t-on. Mais il nous faut bien commencer quelque part. Monsieur le Premier ministre, en parcourant notre budget national, je constate que vous avez alloué au ministère du Tourisme 7,8 millions de dollars, soit 0,11% du budget. Au ministère de Culture et Arts, vous avez alloué 12,7 millions de dollars, soit 0,19% du budget. Vous conviendrez avec l'Assemblée nationale que ces allocations budgétaires sont modiques. Pour vous donner un ordre de grandeur, le musée national, don de la Corée du Sud, et qui est voisin de cet hémicycle, a coûté plus de 20 millions de dollars américains. Je répète, sous financement de la Corée du Sud. Quand est-ce que la RDC va construire ses musées, ses propres bâtisses culturelles, alors que nous allouons pour tous les secteurs culturels un budget de 12 millions de dollars ne correspondant même pas au prix de construction de ce fameux musée coréen? Il est anormal que les grands projets culturels réalisés en République démocratique du Congo soient souvent initiés et financés par des bailleurs de fonds étrangers. Même le Palais du Peuple qui nous accueille, dont la vocation primaire fut celle d'un lieu culturel, a été construit sous financement de la Chine. Un autre ordre de grandeur, Bruxelles est plus petite que la commune de Kimbatseke. Mais Bruxelles compte 87 musées, alors que Kinshasa n'en compte qu'un seul, du reste construit par les Coréens. Monsieur le Premier ministre, chers collègues, il sied de souligner que nous ne construirons pas un grand Congo en dépendant uniquement du financement étranger de notre culture. La culture est l'âme d'une nation. Il incombe à chaque nation de prendre soin de son âme. Investir dans la culture, c'est investir dans l'humain. Il est grand temps de construire un nouveau type de Congolais. À ce jour, notre jeunesse n'a pour distraction que les bars et les boîtes de nuit, où l'alcool coule à flot, émoussant les consciences pour un glissement fatal vers la prostitution et l'incivisme. Faute de divertissement sain et de perspectives d'avenir, les jeunes Congolais s'en remettent massivement aux jeux de hasard. Proposons à cette jeunesse à la dérive des divertissements sains. Cela passe par la construction de salles de spectacle, des musées, des cinémas, des opéras, des salles d'exposition, bref, des temples de la culture. C'est le prix à payer, la condition sine qua non pour façonner une jeunesse intelligente, citoyenne et responsable. Aujourd'hui, la modicité des enveloppes allouées au secteur culturel et touristique traduit une vision obsolète de l'économie. Vous vous rendrez compte, Monsieur le Premier ministre, un grand service à la nation congolaise et au peuple congolais en usant de votre pouvoir pour revoir à la hausse les budgets destinés à la culture et au tourisme. Revenons au tourisme. Nous avons un beau pays que nous n'exploitons pas. À l'école primaire, on m'a enseigné qu'on avait plusieurs parcs nationaux. Salonga vers l'équateur, Virunga dans le Nord Kivu, Karamba dans l'Ituri, tant de richesses inexploitées
faute de politique de tourisme. J'ai honte de dire, à ce jour, que je n'ai visité aucun parc de notre pays. La majorité des parcs ont un problème d'accessibilité, faute d'infrastructures routières. Certains présentent des problèmes de sécurité, car devenus le repère des forces négatives. Quant à l'hébergement, hormis Virunga qui essaye de faire la différence, les autres parcs assurent à peine. Il est temps, Monsieur le Premier ministre, d'investir dans le tourisme domestique, c'est-à-dire investir dans les infrastructures routières, dans les hôtels, restaurants, ce qui rendra l'écosystème touristique congolais